On est en... Bah, on est en bonne compagnie. Oui, notamment avec madame. Merci, c'est touche pas beau. Demain, on retrouve Isabelle Morizet et Bernard Montiel à 16h sur C8 pour les grands du rire, bien entendu. Et on est très heureux de les avoir avec nous aujourd'hui. Warren Buffett, 93 ans. Ah bah très bien. Ouais. Parfait. C'est parfait. Ah ouais, tu peux t'amuser. Non mais franchement, il peut venir sans ses milliards. Hein. Ah ouais, ça Ouais. Dans mon... Je suis pas sûr qu'ils viennent, moi, quand même. Ah bah... Ah, vraiment. T'es sur un bail en ce moment de mec ou pas? Non. Rien du tout, Aucun, rien à l'horizon. Aucun, là, rien. Fou. Ouais. Non. T'attends Royan. Ouais. Ah ouais. Ah ouais. Eh ouais. Eh ouais, bah, je peux vous dire, quand elle va arriver à Royan cet été, là, ça va pas être une raviole. Hein. Merci. Merci, chérie. On va passer. Qu'est-ce qui se passe, Bernard Montiel? Non, je sais pas où tomber de tous ces trucs. Elle ferait mieux d'aller à Brest. Hein. Quoi? Bah, une crêpe, elle se fait sauter au moins. Oh. C'est une catastrophe. Là, c'est... Non, vraiment, lui, c'est le Titanic au niveau des vannes. Chaque vanne est un naufrage. Allez, on accueille Gauthier Lebray pour les buzz. Ouais. Bonsoir. Bonsoir, quel bonheur de vous voir. Et partagez, Cyril, comme tous les jours de cette On semaine. est vraiment tant de talents réunis dans une seule personne. Non, je t'ai plus. Vous avez d'ailleurs dit que c'était l'avion de chasse de cette émission hier, Oui. n'est-ce pas? C'est vraiment... Vous écoutez bien. Mais Isabelle, tous les vous jours, qui tous les connaissez soirs. la télé, il n'est pas incroyable? Il est très impressionnant Ouais, vu c'est- son très jeune âge. Exactement. Ouais. Les neurones sont bien affûtés. Hein. Exactement. Voilà. J'ai Et passé un il bon n'est qu'au week-end, début de l'histoire. Ah bah il n'y a que le tout début de l'histoire, hein, je peux vous dire, là, c'est un des débuts d'histoire d'amour qui commence entre lui et moi. Ah, oh là là. Alors, Arrêtez, on va danser un duo sinon. non, t'emmerde pas. Allez, on va parler des buzz du jour, 3 buzz aujourd'hui. Boycott, manifestation devant TF1. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, nos amis de la France Insoumise, Rima Hassan, pardon, je reformule, les amis de Gilles Verdez. Rima Hassan et Sébastien Delogu. Oh, ouais. Rima Hassan et Sébastien Delogu donc, ont appelé à un boycott de la première chaîne d'Europe parce que hier, une interview était organisée par Darius Rochebin du Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou. Ils ont donc appelé à la manifestation devant TF1, qui à l'heure où on se parle n'a toujours pas réagi. Ils ont réuni plusieurs milliers de personnes. Ils ont appelé les salariés de TF1 non seulement à boycotter leur chaîne, mais enfin à essayer de saboter l'interview. Donc vous voyez, voilà, ces militants et manifestants qui ont défilé hier. Donc ils s'en prennent directement à un média. Je les invite à écouter l'interview de Darius Rochebin. Il a posé toutes les questions qui fâchent, avec son ton à lui. Il a fait son métier de journaliste. Il a éludé aucune question. C'était une interview ferme où il est allé sur tous les sujets et c'est une interview très intéressante. Donc là, on va assister à une dernière semaine qui nous attend avant le scrutin du 9 juin, la semaine prochaine, dimanche de la semaine prochaine. Et ça va aller de surenchère en surenchère avec la France Insoumise, puisqu'on sort d'une semaine. On a eu le drapeau palestinien en plein hémicycle. On a eu les manifestivals où ils dansent et où ils chantent tout en évoquant les morts de Rafah. C'était ignoble, si vous voulez, indigne au vu du contexte, indécent. Et donc là, on a Rima Hassan qui veut devenir députée européenne, elle est 7e, vous voyez sur les images, avec Sébastien Delogu qui est donc député et qui ne peut plus siéger pendant 2 semaines à l'Assemblée puisqu'il a été sanctionné après avoir brandi le drapeau palestinien, qui s'en prennent à un média. Ils ont mis des numéros de téléphone sur les réseaux sociaux pour essayer que les standardistes de TF1 soient noyés sous les appels. Ils ont mis des adresses mail pour que les adresses mail explosent du directeur de l'information. Alors, elle s'est trompée en plus, hein, Rima Hassan. Elle a mis les coordonnées de Gilles Pélisson. Ce n'est plus lui qui dirige TF1. Donc, en plus, il a dû se prendre tous ces messages pour rien, puisqu'il n'est responsable de rien. Et c'est vraiment... Ils s'en prennent à un média C'est dire si elle est au fait de l'actu. Non, mais voilà. Bah oui. Ils s'en prennent à un média qui fait simplement son métier, qui donne la parole à un Premier ministre. On l'aime, on l'aime pas, il a été démocratiquement élu, il est à la tête du pays, et l'interview est sans concession en plus. Oui. Oui. Non, bah non, il n'est pas au rassemblement. Non, bah non, pas là, bah non, merci. C'était Rima Hassan à me demander si Zidane avait été sélectionné par Didier Deschamps. Voilà. Et donc, oui. Et on va aller comme ça. Vous allez voir la semaine prochaine. On va se revoir la semaine prochaine. On va pouvoir reparler des différents événements qu'ils vont mettre en place la semaine prochaine. Parce que c'est la dernière ligne droite avant les européennes, donc ils vont tout donner. Alors, êtes-vous choqué par ce boycott et cette manifestation dans TF1? Bernard, oui.
Ben, c'est antidémocrate. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant ce qu'ils font, ce qu'ils osent faire. Mais de toute façon, on a bien compris depuis longtemps que la politique des LFI, c'était le chaos. Foutre le bordel partout. Quoi qu'il en soit, et tout est électoraliste. Ils en ont rien à foutre de Et qui que ce soit. officiellement, en fait, déclaré par Mélenchon. Donc c'est clair. Non, mais c'est même pire que le chaos, c'est la censure. C'est-à-dire que si ces gens-là arrivent au pouvoir, ça va être la censure permanente. Dès qu'on la liberté d'expression, jusqu'à ce qu'on soit d'accord avec eux, sinon on n'a pas le droit à la parole. C'est ça qui est grave. Et c'est vraiment le mépris pour les journalistes, parce que dès le début, ils sont partis du principe qu'on allait dérouler un tapis rouge pour Benjamin Netanyahou. Un journaliste, ça pose des vraies questions. C'est ce qu'a fait Darius. Regardez l'interview, vous allez voir, bien c'est sans sûr, concession. bien sûr. Oui. Moi. Non mais ce boycott est complètement débile. Depuis quand interviewer quelqu'un, c'est cautionner tout ce qu'il est? À ce moment-là, quand il a fait entrer l'accusé et qu'on fait sur des pédophiles, des meurtriers, c'est-à-dire qu'on cautionne ça, c'est n'importe quoi. Et pour vous dire, donc il y a eu les appels au harcèlement personnel envers les salariés TF1, et pour vous dire jusqu'où ça va, ils ont incité les gens à se désabonner de Bouygues Télécom, qui est détenu par le groupe TF1, en masse, parce que TF1 a fait une interview de Benyamin Netanyahou. Mais c'est n'importe quoi. Enfin, ces gens-là sont, en fait, c'est juste le chaos, pour la forme, sans aucun fond. Donc c'est complètement déplorable. Non, et puis, moi, j'aimerais juste quand même qu'on rappelle que ce sont des élus de la République qui appellent au sabotage. Ça. Depuis quand un élu de la République appelle au sabotage? C'est quand même un truc de dingue. Et par ailleurs, on va leur rappeler ce que c'est que le métier de journaliste. C'est d'aller là où il y a des conflits, poser des questions et des questions qui fâchent. En l'occurrence, c'est ce qui s'est passé. Donc vraiment, je ne sais pas si dans leur monde idéal, on muselle les journalistes et on ne pose des questions qu'à ceux qui sont d'accord avec vous. Enfin, je ne sais pas quel pays ils veulent. Oui. Ouais, et moi, je trouve en plus insensé que de ne pas avoir envie d'entendre ce qu'a à dire Benjamin Netanyahou sur la situation quand on est opposé. Excusez-moi, c'est mal prononcé. Benjamin Netanyahou. Ah oui, c'est pas. Vous savez, j'ai des difficultés, vous savez. Benjamin Netanyahou. Voilà. Ne pas avoir envie de ça. Dites-la. Netanyahou. Je ne sais pas dire ce que vous voulez, mais essayez de prononcer. Oui, voilà. Ne pas avoir envie de... parce que là, on n'y arrivera pas. Ne pas avoir envie de savoir si le conflit va durer, comment ça va se terminer, est-ce qu'il y a des perspectives de paix, etc. Ne pas avoir envie d'écouter ça, des deux parties, des deux côtés. De toute façon, je trouve ça complètement insensé. Je ne comprends pas. Oui, parce que c'est vrai qu'ils ont reçu hier, donc c'était sur LCI et TF1, c'était qui leur invité? Quand? Hier. Benjamin Netanyahou. Là, je l'ai mieux dit. Il sera intéressant de voir si après le 9 juin, il y a encore des manifestations. Bien sûr, exactement. Oui, Pascal, après on aura Gilles. Je pense que c'est une grande opération de communication. Je suis d'accord avec Gauthier, ça va monter en puissance d'ici le 9 juin. La semaine prochaine, ça va être horrible. C'est du spectacle en permanence. Darius Rochebin a fait son boulot de journaliste, effectivement sans concession. Et on va voir ça encore pendant combien de temps? On ne devrait même pas y accorder d'importance. Jackie. Je trouve ça indigne. C'est une nouvelle forme de harcèlement contre les médias et contre un média qui fait très très bien son travail. Moi, j'ai vu les 30 minutes d'interview. Franchement, il n'y a aucune complaisance avec Netanyahou. Il a posé toutes les questions qui fâchent. On ne peut rien lui reprocher. Mais moi, ce que je retiens de cette semaine, c'est qu'on a un Caron qui va à l'Assemblée nationale avec un film de propagande, parce que c'est de la propagande. Il n'a rien vérifié de tout ce qu'il montre à l'Assemblée nationale. On a un député qui est la représentation nationale, qui va avec un documentaire où rien n'est vérifié. Il récupère des images de propagande, où peut-être qu'il y a des problèmes de date, peut-être qu'il y a des problèmes... Il n'y a aucun contradictoire. Ça ne le choque pas de montrer ces images-là. En revanche, la LFI, ça les choque lorsque des gens font très très bien leur travail et interrogent juste le Premier ministre d'une grande démocratie qui est Israël, qui est en conflit aujourd'hui avec le Hamas. Donc, c'est quand même, on marche sur la tête, comme tu dis souvent, Cyril, parce que quand tu juxtaposes ces deux événements-là, ça fait peur. Ces gens-là font peur. Je ne sais pas où est la démocratie pour eux. Gilles Verdez. Mais Gauthier Lebray, il nous fait comme d'habitude une diatribe anti-LFI. Ça s'appelle de la politique. Ça n'a rien à voir. Mais si, bien sûr que si. Ça s'appelle de la politique. Un journaliste. Mais laissez-moi, mais j'ai dit deux phrases maintenant. Alors maintenant, c'est deux phrases. Comme tu l'as apostrophé, il va j'ai dit deux phrases. Non, il va commencer pas par me mettre en cause. Alors, commencez votre propos autrement. Vous commencez par me mettre en cause. Ouais. Je fais pas de diatribe. Voilà. Donc, ça s'appelle une diatribe. Non, ça s'appelle pas une diatribe. Ça s'appelle comment? Un journaliste. Ça s'appelle comment? Que vous êtes. Ça s'appelle comment? Soutienne. Ça s'appelle comment? Arrêtez. Vous êtes ridicule. Vous êtes ridicule du matin au soir. Arrête avec mon petit-fils. Répondez pas. Mais ça s'appelle comment? Ça s'appelle poser les faits. Ça s'appelle. Mais je vais te dire, et c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. La France Insoumise se déshonore tous les jours. Il a raison. La France Insoumise fait honte à la France tous les jours. Donc Gilles Verdez, et c'est normal, il traite juste l'actualité. C'est tout, il traite l'actualité, et l'actualité tous les jours, c'est la France Insoumise qui se disqualifie et qui fait honte à la France. Donc voilà. Et on en revient à la conversation qu'on a déjà eue cette semaine, Gilles. Personne n'a jamais fait ça.
Exactement. Personne n'a jamais fait ça, à part eux, manifester devant les portes d'un média, mettre des journalistes... Mais arrête un peu. Arrête un peu avec cette phrase. C'est la déstabilisation d'une démocratie. Exactement. C'est la déstabilisation d'une démocratie, c'est... Alors, on va le laisser faire. Est-ce que j'ai terminé ou pas? Il faut faire confiance aux Français qui ont la chance de vivre Exactement. une démocratie. De toute façon, leur stratégie, elle est bidon parce qu'ils sont en train de... Bien sûr, ils sont en train de... terminer. Après, on va réécouter Gilles. Vous dites, c'est de la politique. Tout le monde fait de la politique. La question, c'est toujours la même. Jusqu'où vous allez mettre des numéros sur les réseaux sociaux, mettre des adresses mail, se rassembler devant les locaux? C'était quoi une manifestation. Un rassemblement, c'est une manifestation. C'était quoi l'étape suivante? C'était de lyncher Darius Rochebin s'il sortait des studios. Non, c'est quoi l'étape suivante? C'est quoi l'étape suivante? Quand tu mets des numéros de téléphone sur les réseaux, c'est de la délation. Mais arrêtez. Vous êtes journaliste, qu'un journaliste soutienne ce type de... Je soutiens pas, je tente d'expliquer. Non. Si, vous soutenez. Arrêtez. Je tente d'expliquer. Vous soutenez. Vous haïssez, moi j'explique. Non, mais rien du tout. En fait, c'est eux qui haïssent. Mais bien sûr. C'est eux la haine. Alors, finissez. Alors, donc, est-ce que vous êtes choqués ou pas? Pas du tout. Ils estimaient que ce n'était pas le moment, que ce n'était pas possible d'interviewer aujourd'hui Benyamin Netanyahou, qui est mis en cause par la Cour pénale de l'AE. Pas rédacteur en chef de TF1. Mais laissez-moi finir quand même. C'est pas le moment, c'est quand il se passera plus rien que ça sera le moment. Alors, c'est le moment. En revanche, ils estiment bien sûr. interroger le responsable du Hamas. Non, mais attendez, laissez-le finir, s'il vous plaît. Oh, Gilles. Ils estimaient que cette interview n'avait pas lieu d'être et on a le droit de penser ça. Je suis désolé. Ça n'a rien à voir. On a le droit. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir que d'appeler les gens à venir manifester devant TF1 et à venir. Non, mais je vous dis, à venir faire ça devant TF1, ça tu peux pas. Tu ne peux pas appeler les gens au chaos. Et c'est ce que fait la France Insoumise tous les jours. Ils ne sont pas élus dans les urnes parce qu'ils n'y arrivent pas, qu'ils n'y arriveront certainement jamais. Donc ils veulent prendre le pouvoir par le chaos, Gilles Verdès. Et c'est ce que tu fais toi aussi dans l'émission parfois. Non, ils veulent pas le prendre par les urnes. Ils savent très bien. Mais arrête de dire des bêtises. Alors oui, mais ils voient bien que ça marche jamais. Donc ils essaient de mettre un chaos total en France. Le parti est ouvertement un parti révolutionnaire. Il le revendique. Il l'a théorisé. Il y a une archive il y a 10 ans de Jean-Luc Mélenchon qui dit il faut transformer les révoltés en révolutionnaires. Il faut tout conceptualiser. C'est exactement ce qu'il fait. Il l'a assumé. Ils ne prennent pas en traître. Il l'a théorisé et il le pratique. Ils ont le droit de penser que le traitement n'est pas équilibré là et qu'on n'aurait pas... Alors déjà, je voudrais qu'on ait Polska. Polski. Moi, je ne suis pas choquée parce que pour moi, c'est comme si la France était responsable de milliers de morts et qu'elle venait de bombarder un camp de réfugiés et qu'on venait interroger Gabriel Attal 2-3 jours après. Pour moi, c'est non. C'est le métier de journaliste, ça. C'est ce métier. Mais pour moi, on interviewe Bachar al-Assad, on interviewe... C'est mon avis. Des enquêtes là-dessus sur tout ce qui se passe, bien entendu, mais on avait aussi besoin d'avoir le... Mais c'est pas le moment. Mine de rien, aujourd'hui, on veut savoir. Aujourd'hui, aujourd'hui, le monde a besoin de savoir si on va vers la paix, où on en est, et qu'est-ce qui va se passer. Et c'était important d'avoir une interview, mine de rien. Quand on interviewe Poutine alors qu'il y a Boutcha, on interviewe Poutine alors qu'il y a Boutcha. On aurait aimé avoir cette interview. Toutes les chaînes voulaient cette interview, évidemment, bien sûr. Et les on a le droit d'être choqué par l'interview. On a le droit d'être choqué par le fait qu'il y ait une interview. À la limite, je l'entends. Moi, je suis pas d'accord. Mais non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord non plus. Laissez-moi terminer juste ça. À la limite, on est choqué par le fait qu'il y ait l'interview. Mais c'est pas le sujet. On met pas des numéros de téléphone. On met pas des adresses mail. On n'appelle pas les salariés. Moi, je veux pas qu'on soit choqué par le fait qu'il y ait une interview. Comment ça s'engueuler entre eux, Polska? C'est bon, laisse-les. Non, moi, je veux pas qu'on soit choqué. Mais à la limite, ça me choque pas. Ce qui me choque, c'est tout ce qui est mis à côté, toute l'écume qui est mise à côté, les mails, etc. Toute la procédure boycottée, etc. Et vouloir que ça soit sabordé par les salariés. Nadjet. Alors moi, je ne suis pas choquée dans le sens où chacun fait comme il veut, mais par contre, je suis choquée vraiment par le monde, ce qui se passe. Et que tu sois d'un côté ou de l'autre, on est des êtres humains, il y a des gens qui meurent. Et moi, je dis, au lieu de faire tous ces débats qui ne servent à rien, qui n'intéressent personne, on devrait tous être unis et qu'il y ait la paix, en fait. Parce qu'il y a des milliers d'enfants qui meurent partout chaque jour. Et c'est ça qu'il faut retenir. Non, mais bien sûr, c'est sûr. C'est sûr, c'est ce que tout le monde veut. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le métier de journaliste aussi, c'est de pouvoir savoir ce que veut faire le chef du gouvernement israélien, où il en est et vers quoi on va. C'est quand même important de le savoir. Je pense que c'était une interview qui était quand même extrêmement importante, même pour les gens qui veulent la paix. C'est une interview qui est extrêmement importante et essentielle. Quelle prétention de la part de ces gens. Rima Hassan, elle croit vraiment que parce qu'elle fait un tweet, les gens vont boycotter en masse. Il y avait la paye de boycott de TPMP, ça n'a jamais aussi bien marché. La TF1, l'interview, ils n'auraient pas pu faire meilleur coup de pub. Les boycotts ne marchent jamais, donc c'est complètement débile, même sur le fond de ce qu'ils font, c'est débile. Ce genre d'interview ne peut pas avoir lieu en Chine, elle ne peut pas avoir lieu en Russie. Donc, je le répète, on a la chance de vivre en démocratie. Et par principe, plus on a de questions à poser,
plus on a quelque chose à reprocher à un Premier ministre ou à une action politique, et plus c'est intéressant de l'entendre. Et donc de le questionner là-dessus. Et franchement, Darius Rochebin, pendant 30 minutes, il y est allé sans concession. Absolument. Donc cette stratégie-là, elle est contraire, à mon avis, à l'exercice démocratique. En tant que journaliste, vous ne l'auriez pas interviewé, Benjamin Netanyahou? Je pense pas en ce moment, non. Ah oui? Mais en ce moment, Non, je pense pas en ce moment. C'est en ce moment qu'il faut l'interviewer. Je réponds quand même. S'il vous plaît, je ne mets pas tous en même temps. Valérie. Donc un journaliste n'interviewe pas Au moment de un des principaux acteurs d'un conflit au moment du conflit. Il attend que le conflit se termine. Tu n'interviews pas Poutine aujourd'hui. Tu n'interviews pas Zelensky. Tu n'interviews pas... Je trouve que l'interviewer là, en ce moment, ça vaut soutien. Voilà. Mais n'importe quoi. Je vous donne mon point de vue. Je vous donne mon point de vue. Non, mais là, tu remets en cause tout le métier de la... Vous me demandez mon point de vue, je vous le donne. Interviewer n'est pas questionné. Gauthier. Mais il suffit d'écouter l'interview pour voir que ce que dit Gilles est totalement faux. Et le fait de l'interview. Vous pensez que tous les intervieweurs, le matin, le lundi, ils interviewent Jean-Luc Mélenchon, le mardi, ils interviewent Marine Le Pen, le mercredi, ils interviewent Emmanuel Macron, le jeudi, ils interviewent Éric Zemmour. Vous pensez qu'ils peuvent soutenir toutes les personnes? Enfin, c'est ridicule de dire un truc pareil. Quel bel exemple. C'est ridicule. C'est ridicule. En fait, moi, je pense qu'en tant que journaliste, c'est pas mon métier, hein, mais tu es obligé, c'est ton travail. Donc, que ce soit le moment ou pas, tu n'as pas le choix. Mais c'est pour informer les gens. Tu interviews les gens au moment où ils font l'actualité. Et ça veut pas dire que tu es pour un parti ou pour un autre. Sinon, un journaliste le matin, comment il fait? Un jour, c'est vrai, un jour, il interroge Mélenchon, le lendemain, il interroge Marine Le Pen, il fait comment? Donc, et même vous sur ce plateau, vous les avez tous vu défiler. Vous avez eu un communiste, Léon Desfontaines, vous avez eu Marion Maréchal, on ne peut pas faire plus opposé, ça n'a aucun sens. Bien sûr, ça n'a aucun sens. Bon, Inès Reg, elle en est où? Est-ce que TF1 a réagi à la story d'Inès Reg? Est-ce qu'ils ont pris des sanctions? TF1, déjà, moi, j'attends une réaction par rapport aux menaces aussi qui a pesé contre la rédaction de TF1 hier et contre Darius Rochebin et contre l'appel au boycott. Rien du tout. Ni sur Inès Reg. Donc là, on part de l'autre côté. Donc Inès Reg, on rappelle rapidement, elle a publié sur les réseaux sociaux une carte représentant l'État de la Palestine où il n'y a plus Israël, en reprenant ce fameux slogan « From the river to the sea ». Voilà, vous voyez cette carte, « Free Palestine », donc du Jourdain à la mer Méditerranée, ce qui est synonyme, ce slogan, il faut bien le comprendre, c'est les Juifs à la mer. Il n'y a plus d'État il n'y a plus d'État israélien et from the river to the sea. Donc si on pousse comme ça, ça met les Juifs à la mer Méditerranée. C'est ça ce slogan. Et donc il n'y a pas eu de réaction de TF1 pour l'instant. Et aucune réaction pour le moment sur la polémique Inès Reg. Oui, effectivement, il manque de fermeté et de courage. Mais moi j'ai une théorie, c'est que TF1 s'en fout complètement d'Inès Reg et qu'en fait là il y a juste Mask Singer qui est à l'antenne. Ils veulent pas faire de vagues et pas faire de polémique autour de l'émission et que tous les projets, que ce soit Danser avec les stars, Mask Singer, etc., datent d'avant les polémiques. Et aujourd'hui ils ne signeront plus rien avec elle dès que Mask Singer s'est terminé. Fini. Et la fiction, ils s'en foutent complètement de ne pas la faire. Donc, alors, on a essayé de contacter le responsable de la communication des programmes du groupe TF1, Romuald Ferrer. Il n'a pas souhaité répondre ni à nos appels, ni à nos messages sur ce sujet. Donc voilà, pour l'instant, non, ils n'en parlent pas, ils ne réagissent pas du tout. Hier, il y avait le grand débat des Européennes sur CNews, 806 000 téléspectateurs, ça a mieux marché que sur LCI, très belle audience. Alors, qui a gagné, qui a perdu? Alors, qui a gagné, qui a perdu? Déjà, on peut dire qu'il y a deux perdants. C'est les deux qui ne sont pas venus, les deux qui ont fait le choix de boycotter, Raphaël Glucksmann et Marie Toussaint. Donc ils ont décidé de boycotter. En plus, je pense qu'ils ont vraiment eu le tort parce qu'ils étaient tous les deux à des moments importants de leur campagne. C'est-à-dire que Marie Toussaint, elle est en train de flirter avec les 5%, donc elle fait 0,1 de moins, elle fait 4,9, elle n'a pas d'eurodéputé. Donc elle se prive d'un débat devant 800 000 téléspectateurs alors qu'elle n'est pas sûre d'avoir des eurodéputés et que la dernière fois, Yannick Jadot avait fait plus de 13%, était le 3e homme de l'élection, donc Europe Écologie Les Verts, et c'est vraiment la débandade pour eux. Et Raphaël Glucksmann, il est en passe de doubler Valérie Hayé, il est à 0,5 dans certains sondages, et il se prive d'une confrontation avec Valérie Hayé alors qu'il était sans doute en passe de la doubler. Donc je pense que c'est en plus totalement contre-productif. Très mauvaise stratégie. Pour eux. Regardez, ils avaient mis les pupitres vides. Regardez. Exactement, les pupitres vides sur les deux extrémités. Regardez. Vous le voyez, je le dis pour nos auditeurs aussi, il reste 2 sièges vides au milieu de notre plateau qui sont destinés à Raphaël Glucksmann pour le Parti socialiste et Marie Toussaint pour les écologistes. Ils ont refusé de venir débattre, mais ils sont les bienvenus, ils peuvent venir à tout instant. Le plateau leur est ouvert et ils peuvent rejoindre cet exercice que nous allons mener à bien ce soir. Alors, donc ils ne l'ont pas rejoint et c'est leur choix et je pense que ça leur est préjudiciable, ça donne une mauvaise image, le goût du débat, le goût de la démocratie, visiblement, n'est pas chez eux. Je rappelle qu'ils ont attaqué CNews, Raphaël Glucksmann la semaine dernière et Marie Toussaint encore cette semaine. Bon, c'est leur choix. Alors, du coup, alors l'autre, sur les 6 qui étaient là, sur ceux qui s'en sont le moins bien sortis, Valérie Hayé, on ne peut pas dire que l'exercice médiatique
En même temps, personne n'a voulu prendre sa place. Hein. Ils ont proposé à des ministres, ils ont tous refusé. Il n'y a personne qui a voulu aller se prendre ce qui va sans doute être une claque électorale et un désaveu pour la politique d'Emmanuel Macron. Donc elle est toute nouvelle dans cet exercice médiatique, des interviews, des débats. Et on ne peut pas dire que ça soit sa tasse de thé et que ça a été la plus à l'aise hier sur la forme. Et même sur le fond, elle n'a pas toujours répondu sur différents sujets, notamment le pouvoir d'achat. À un moment donné, on parle des voitures thermiques. On prend l'exemple de Fabienne qui n'arrive pas à payer son contrôle technique. Elle répond, elle n'a qu'à passer à l'électrique. On lui dit comment elle fait pour passer à l'électrique et se payer une voiture électrique. Donc sur des choses comme ça, voilà. Elle n'a pas eu de chance en plus, hein, puisque quand ça veut pas, ça veut pas. Valérie Hayé, elle a eu un peu de mal à démarrer le débat. Regardez pourquoi. 22h, on est en direct sur CNews et sur Europe 1, c'est le grand débat des Européennes. Nous sommes avec les 6 candidats principales têtes de liste. On passe à la troisième partie, l'Europe. S'il vous plaît, un mot sur l'agriculture encore. C'est pas de chance. Non, ça veut pas comme pas de chance. À la fin aussi, elle a demandé 30 secondes de plus. Alors justement, quand on dit la candidate Renaissance a même voulu contester son temps de parole. Regardez. Lunaire, ce passage. Madame Ferrari, s'il vous plaît. J'ai écouté tout le monde parler pour Marion Maréchal. Alors, désolée, c'est elle qui a la parole. Ah bah non, je suis désolée. Madame Maréchal, tout le monde l'a vu. Elle a beaucoup parlé au début de l'émission, ça n'a pas été pris en compte. Allons, Madame. Donc vous contestez. Soyez raisonnable, Madame Hélier, soyez raisonnable. Non, vraiment, c'est le studio de Téléfoot. Soyez raisonnable. Je l'ai vu, ça a été Non, c'est pas Téléfoot, c'est le Canal. Non, ça n'a pas été pris en compte. Et vous entendez Jordan Bardella qui dit si je l'ai vu, ça a été décompté. Ouais. Voilà. Ah oui, ça a été commence à tomber dans le complotisme. Donc après, à la fin, elle a eu 30 secondes en plus, fin de la polémique. Tout le monde a eu le même temps de parole. L'équité a été parfaitement respectée. Voilà. Alors il y a un autre perdant, selon moi. Il faisait une très bonne campagne. On en avait parlé ici depuis son arrivée à Sciences Po face à Louis Boyard, très offensif. François-Xavier Bellamy. Il est venu chez vous dès le soir même. Voilà. Il a été très bon ces derniers jours. Il a contesté le débat Attal-Bardella avec un certain succès. 5 millions de vues sur les réseaux sociaux, plus que le débat Attal-Bardella, en disant que tous les autres étaient relégués au rôle de commentateur. Et hier, il avait face à lui une Marion Maréchal qui devait avoir bouffé du lion avant de venir et qui avait décidé de se le payer, passez-moi l'expression. C'était le meilleur extrait. Hein. Et donc... C'est l'extrait le plus fort, mais on l'a pas. Alors il y a une règle, vous savez, les temps de parole, nous aussi. Il y a une règle aussi, c'est qu'on n'a jamais les bons extraits. Ce matin, on n'a pas pu le diffuser sur CNews parce que c'est surtout la vraie le respect des temps de parole. Et donc, elle l'a mis en cause sur plusieurs points. Déjà sur l'une de ses candidates en lien avec les loups gris, les islamistes turcs. François-Xavier Bellamy répond que c'est faux. Et là, Marion Maréchal lui sort une photo prouvant que c'est vrai. Donc c'est un peu dérangeant pour lui. Et puis, il l'a attaqué personnellement. Et visiblement, il n'aurait pas dû parce qu'elle lui a répondu « Moi, j'ai quitté le RN pour mes convictions. Et vous, vous restez chez LR et vous trahissez les vôtres. » Donc il a été assez malmené. Il est même sorti un peu sonné du débat, François-Xavier Bellamy, alors qu'il faisait plutôt une belle campagne jusqu'ici. Et les gagnants ? Alors, les gagnants, Marion Maréchal, elle était très offensive. Je pense qu'elle commet une erreur en ne ciblant que François-Xavier Bellamy, parce que du coup, il y a eu un débat qui s'est mis entre LR et Reconquête. Ils ont juste oublié qu'il y avait Jordan Bardella à côté d'eux, qui a 35%, et qui a pu dérouler tranquillement. Un couloir. Un couloir, sans être trop emmerdé. Et donc, il a pu dérouler parce que ces deux concurrents à droite avaient décidé de faire le débat entre eux. Manon Aubry aussi a fait un bon débat, c'est ce qu'on fait. Manon Aubry a fait un très bon débat. Alors, il faut dire qu'en plus, chez la France Insoumise, c'est vraiment la plus présentable. Même si elle a fait la Manifestival cette semaine, voilà. Déjà, elle est venue. Et je pense qu'avec Léon Desfontaines... On dit la vérité ici, vous voyez ou pas? On sait qu'on ne les porte pas dans notre cœur, la LFI, mais elle a fait un bon débat, elle a fait un bon débat. On dit la vérité. Non, mais elle a été excellente. Et surtout, elle est venue avec Léon Desfontaines, qui est vraiment la révélation. La révélation de ces européennes. En plus, il a un petit clash, un petit jeu avec Jordan Bardella. Donc, pour les réseaux sociaux, ça cartonne. Jordan Bardella l'appelle Monsieur Staline. Il lui répond OK, OSS 117. Donc, tout ça fonctionne très bien pour eux. Et d'ailleurs, ils ont essayé de remettre un peu le couvert hier avec une autre référence à OSS qui n'a pas été très audible. Il lui a fait une blague sur une fable aussi. Voilà, la fable des Fontaines. De La Fontaine. De Desfontaines. Donc, ils ont bien fait de venir parce qu'en plus, depuis Pitre était vide. Et Manon Aubry, elle a pour le coup ciblé Jordan Bardella et elle s'est mise dans le rôle de Raphaël Glucksmann un peu. Donc ça va être à mon avis un bon point pour eux. Qui sont les gagnants du débat pour vous? Manon Aubry, grande gagnante. Pugnace avec l'extrême droite, pleine de punch, beaucoup plus audible et claire que d'habitude. C'est ça le problème entre nous et lui. C'est que lui est militant. C'est d'être attendu. Mais c'est ça, c'est tellement attendu. C'est fou, sans rigoler. Même vous reconnaissez qu'elle a été bonne. Oui, mais j'ai dit qu'il y avait Marion Maréchal a été très bonne. Manon Aubry, elle était très bonne. Trop agressif pour moi, Non, l'agressivité, ça vous connaît. Manon Aubry, Marion Maréchal, très bien. Jordan Bardella, il a fait le boulot, je suis désolé. Il est là, il est en Raphaël Nadal et il sait que lui... Il s'énerve jamais. Non, mais tu t'énerveras à 34%, toi, il est tranquille. Léon Desfontaines a été exceptionnel. Léon,
super gars. Voilà, donc je vous dis, donc il y en a 4 qui sont. Mais voilà. On est d'accord, on a vu le même débat. Exactement, en fait, on a vu le même débat. C'est marrant parce qu'on dit jamais d'un homme qu'il est agressif dans les débats. Ouais. Vous avez remarqué? C'est toujours pour les femmes. Elle a été agressive. Non, elle n'a pas été agressive. Elle n'a pas été agressive, elle était offensive. Manon Aubry n'a pas été agressive non plus. Exactement. Et Manon Aubry, elle n'a pas été agressive non plus. Elle a été super. Non, c'est toujours. Non, elle a fait un très bon débat. Manon Aubry, mais elle fait partie des 3-4 qui ont fait un très bon débat. Après, il y a eu, voilà, il y en a qui ont, pour qui ça. On a vu la même chose. Après, Valérie Ayé, elle est hyper, tout le monde l'adore. Hein. Je vous jure, même les autres candidats l'adorent, tout le monde l'adore, tout le monde dit qu'elle est hyper sympa, mais. La pauvre, elle se retrouve dans un débat, ça c'est pas son truc. Ça... Elle doit être pressée que ça se termine. Ah oui, moi aussi je pense que. Non, mais elle a un défaut. Elle a très vite envie de dire aïe, c'est fini. Aïe. Elle a un défaut qui est insupportable dans ces débats, c'est qu'elle parle pendant que les autres parlent. Donc on entend une espèce de voix un peu monocorde. Daniel Moreau dans ça grésille, c'est vraiment très désagréable. Moi j'ai trouvé que les punchlines de Bardella sont quand même très très fortes. Je ne suis pas d'accord sur le fond. Je trouve que Bellamy s'est très très bien défendu, même s'il a été mis en difficulté. Mais je trouve que sur ces débats-là, ce qu'on retient, c'est des. Plus en retrait que les précédents. Pardon? Il était plus en retrait que les précédents. Ce qu'on a retenu dans ce débat, c'est trois choses. C'est Marion Maréchal avec François-Xavier Bellamy, c'était un moment très fort. Le clash Aubry-Bardella. Voilà. Et il y a eu les petites apartés entre Bardella et Léon Desfontaines. Et ce qui est vraiment marquant, c'est que Bardella, il était tranquille, à part Manon Aubry qui est venu un peu le chercher. Mais à droite, ces deux concurrents, alors qu'ils devraient aller les taper, parce qu'il est à 35%, et eux, ils sont pas sûrs de faire les 5. Et ils se mangent entre eux, alors que la part du gâteau est beaucoup plus petite. Lui, il a la plus grosse part du gâteau, il a 35%. Oui. Le boycott de Glucksmann, moi j'ai l'impression qu'on est dans les années 80. Quoi. C'est-à-dire quand l'URSS boycottait les Jeux Olympiques de Los Angeles, c'est grotesque, c'est lunaire. Et je trouve que franchement, faire ça aujourd'hui... Il redescend un peu sur Pierre. Je pense qu'il a pris une tête comme ça. Les attaques, c'est juste insupportable en fait, parce que les attaques de Marie Toussaint aussi, j'ai même pas envie de les répéter. Elle dit que CNews est une chaîne misogyne, c'est insupportable. Et Glucksmann... Qu'elle vient de le dire dans ce cas. Et Glucksmann, déjà qu'elle vient de le dire dans les yeux, effectivement. Et Glucksmann, il dit qu'on est une chaîne pro-russe, punaise, mais ça me rend dingue en fait, parce que il se trouve que je remplaçais Elliott Deval l'autre week-end au moment de la crise en Nouvelle-Calédonie, et tout le week-end, on a parlé de l'ingérence russe qui se met en place pour déstabiliser la France dans la région. Je veux dire, le problème de Raphaël Glucksmann, c'est qu'il ne travaille pas. Et à un moment, ça se voit. Je veux dire, donc non, c'est les anathèmes comme ça, les exactement, insultes. Il dit n'importe quoi. Il n'écoute jamais. On commence à le connaître. Vous restez avec nous. On va parler de la prévention routière qui lance une pétition pour passer tous les centres-villes de France à 30 km/h. 30 km/h. Même Daniel Moreau, elle va plus vite à pied. Merci d'être avec nous. C'est Touche pas mon poste. Merci d'être là, les chéris. Juste après Touche pas mon poste, il y aura le son de la vigne. Et ce week-end, il y aura dès 16h les Grands du Rire. C'est l'arrivée sur C8, une arrivée Bernard Montiel et Isabelle Morizet pour les Grands du Rire. Ça, j'adore. 16h. Et après, 18h, 19h, il y aura le best-of de Face à Nouna. Je me rappelle d'un truc. Vous ne vous rappelez pas, il y avait des journalistes qui avaient dit, ils avaient même fait un débat dans une émission média. C'est médiatique. Émission qui va bientôt disparaître. Où il disait qu'on allait mettre les Grands du Rire en face de Jean-Luc Lemoyne. Il avait même posé la question à Jean-Luc. Voilà. Alors 16h, c'est pas en face de Jean-Luc Lemoyne. C'est dingue le nombre d'inepties que les gens peuvent dire. Non mais c'est vrai, c'est fou ça. Parce qu'on a déjà dit qu'on allait mettre cette émission à 13h. Jamais de la vie. À 13h, on mange. Donc voilà. En plus, Jean-Luc Lemoyne était au courant, puisqu'il était sur Europe 1, je lui ai dit, il le savait. Ah oui. Donc ils ont inventé un débat. Ils ont voulu faire une guerre entre... Alors que Jean-Luc, j'embrasse et c'est mon ami, il sait que voilà, jamais je lui mettrai Bernard Montiel en face. Pardon. Bonsoir. On attend la chute. Tu ne peux rien dire parce que tu es là. C'était une gentillesse. Gilles, troisième sujet. Les 30 km/h. 30 km/h. Alors allez-y, monsieur. Alors, c'est la prévention routière qui pousse à la généralisation des 30 km/h dans les centres-villes des villes françaises. Il faut savoir que pour qui vit à Paris, les 30 km/h existent déjà. Hein. Ah bah alors, avec Anne Hidalgo, c'est pas 30 km/h, c'est 2 km/h. On en rêve des 30 km/h. Et attendez, parce que vous avez... Paris, c'est la seule ville où t'as un mec qui est en voiture, il roule, hein, et toi, t'es à pied, tu passes comment? C'est vrai. T'es en vélo, C'est l'idéologie de l'empêchement. Ah, mais ça, en fait, c'est l'idéologie de l'empêchement. Bientôt, on va rouler en marche arrière. Ah, mais Puis alors 30 km/h, si on est flashé à 31 ou 32, ça veut dire qu'il va falloir rouler à 28 ou 29. Enfin, c'est un cauchemar. Attendez, 30 km/h à Paris, je vais vous dire la vérité. Déjà, il faut que les... On en rêve. Oui, on en rêve parce que comme on est bloqué et toujours immobilisé, il faut que les Russes soient dégagés. Or, ils ont tout organisé pour que ça ne soit pas. Donc... Non, mais elle fait tout pour que les gens quittent Paris.
On va tellement lentement, on a l'impression que c'est le paysage qui recule, qu'on n'avance pas, que c'est le paysage qui recule tellement on va lentement. Ouais, parfois, je vois des personnes, j'ai l'impression que j'ai déjà vu. En fait, non, Et après les JO, vous allez avoir le périph' à 50. Hein. Ouais, je sais. Préparez-vous. Hein. C'est avec une voie de Ah, bah, c'est son ambition. C'est une proposition. La préfecture avait refusé. La préfecture. 30 km/h. C'est la prévention routière qui demande et Attal est contre. Oui, voilà. Et donc là, évidemment, les associations d'automobilistes, je pense à 40 millions d'automobilistes de Pierre Chasseret qui sont vent debout, toutes ces associations. Et donc voilà, mais ça existe déjà dans de très très nombreuses villes françaises. Ce que dit la prévention routière, c'est qu'il y a moins d'accidents quand on roule à 30 que... À 50 km/h, on a un piéton qui est percuté à 20% de chance de s'en sortir. À 30 km/h, il a 80% de chance de s'en sortir. Donc il faut quand même le dire. Bien sûr. C'est normal, la violence du choc est diminuée, distance d'arrêt réduite de moitié. Non, mais c'est évident. La palissade. C'est vrai que quand tu prends un train à 200 km/h, une voiture à 5 km/h, c'est pas pareil. Breaking news. Je pointe les évidences. Il est journaliste. Je pointe les évidences de la prévention routière. Tu pourrais pointer les évidences, c'est ce que tu as fait toute ta carrière. Et améliorer le cadre de vie. Non, mais en théorie, si on le fasse devant les écoles, pourquoi pas, mais il faut être malin, il ne faut pas être... Le mieux, je dirais, c'est de ne pas se faire percuter tout court. Hein. Exactement, bravo. On peut interdire la voiture, tout simplement. Merci Nadjet. Merci Nadjet qui travaille avec Bernard Montier. Les évidences. Oui, Pascal. Moi, je ne comprends pas pourquoi ils embêtent les automobilistes. Ils ont oublié que la crise des Gilets jaunes, c'était parti déjà des 80 km/h sur les routes nationales. On réduisait la vitesse pour les mêmes raisons. La taxe carbone dans un deuxième temps. Et là, on nous met 30 km/h dans les villes. Bien sûr, dans ces cas-là, on ne prend plus la voiture, il n'y a plus d'accident. Je ne comprends pas pourquoi ils vont chercher les automobilistes. Tiens, allez. Surtout dans les petites villes de province. Tiens, allez. Je suis désolé que Pascal défende le lobby des automobiles. Moi, je vais être objectif, c'est une initiative formidable. Je vais être objectif. Je suis pour 30 km/h. Est-ce qu'on peut arrêter cette phrase? Est-ce qu'on peut s'arrêter? On peut juste isoler cette phrase. Je vais être objectif. Je vais être objectif. Je vais être objectif. Formidable. Non mais là, vous savez pas, là, quel professionnalisme. Est-ce que tu as vu que je regardais? Voilà. Tu sais. Bah oui, tu sais. Oh là là. Quel bonheur. C'était émouvant. C'était émouvant. Ah, quel bonheur. J'ai envie de pleurer. Tu sens tellement bon en plus. J'ai envie de pleurer quand je te vois aussi professionnel. Oui. Lui aussi défend le lobby des automobiles. J'ai rien défendu, j'ai lancé le... Défend qu'au lobby, lui, il est à pied, là. Il a été fait. Tu sais que je n'ai même pas le permis, alors. Il n'a même pas le permis. Le lobby des automobilistes. Je te rappelle qu'il a 14 ans et demi. Alors, comme vraiment, dès que tu attaques quelqu'un, tu dis une énorme connerie. Présentation des faits. Pardon, répétez ce que vous avez dit là. Dès que tu attaques quelqu'un, tu dis une énorme connerie. Oui. Moi, je dis des conneries. Et je vais te dire un truc, Gilles. Je vais te dire un truc. Je vais te dire un truc, tu n'en dis pas. Tu ne dis pas que des conneries, tu en penses aussi. Moi, je dis des conneries. Vous avez vu que ça fait rire tout le public. Moi, c'est la palissade. Non, mais je demande au Blanc-Bec des excuses. Moi, j'ai dit des conneries. Ah non, parce qu'il a fait que dire une vérité. Conneries. Dites énormément de conneries. Il m'injurie publiquement et vous le laissez faire. Vous m'injuriez publiquement, le patron vous laisse faire. Oui, bon, je vais répondre à Pascal parce qu'elle au moins est intelligente. Donc, en fait, il faut absolument... Vous avez remarqué que tout son temps de parole, à chaque fois, c'est ça, c'est que des invectives, des insultes, des anathèmes, des étiquettes. C'est jamais des arguments. Vous avez fait une école de journalisme. Bien sûr, je ne vous apprends pas à vous taire. Alors, c'est dommage. Moi, tu sais, j'ai fait une école de journalisme, mais je soutiendrai jamais les gens qui s'en prennent aux journalistes. C'est dommage, c'est dommage. Et je vais te dire, tu sais, on aime l'entendre. Oui. Mais ça, c'est votre droit, Cyril, absolu. Allez-y, Gilles. Moi, j'aime quand il se tait. Il faut absolument que nous passions à 30 km/h. Ça évite des drames. C'est déjà le cas dans plein de centres-villes. Maintenant, il faut simplement changer le code de la route pour l'imposer partout. 30 km/h en ville, 50 km/h sur le périphérique parisien, comme sur tous les périphériques. Et ça ira beaucoup mieux. Il y aura beaucoup moins d'accidents. Il y a de plus en... Les mecs, il y a des malaises dans le public à chaque fois que Gilbert reste pas. C'est simple. Il y a une recrudescence des accidents mortels sur les routes. Il faut juguler. On peut le comprendre. Et Gilles, toi qui es toujours tellement soucieux de l'environnement, évidemment, plus les voitures restent longtemps sur la route puisqu'elles vont moins vite, moins ça pollue, évidemment. C'est une logique. Moins 40% de pollution à Paris. Bien sûr. Ouais. Ah bah, mais les voitures restent plus longtemps et ça pollue moins. Ouais, c'est des études. J'aimerais savoir d'où il sort ce chiffre. Bah, vous, contestez pas les chiffres. Arrêtez. Je te rappelle qu'elle a fait les 24 heures du Mans. Mais pas en voiture, hein, la rillette. Oui. Alors moi, je passais mon permis cette semaine. Et alors ?
Et du coup, on devait rouler en centre-ville et automatiquement, je roulais à 30 parce que je trouve que 50, c'est beaucoup trop rapide, c'est beaucoup trop dangereux pour les piétons. Donc moi, je trouve que c'est très bien de... Bravo. Voilà. Bravo, Polska. Vous êtes la fille de Gilles Verdez. Mais je rappelle quand même que les piétons ne sont pas censés être sur la route. Hein. Ils sont censés être sur le trottoir et traverser quand ils ont le droit de traverser. C'est des bandes blanches, on traverse tranquillement. Passage clouté. Mais les gars, je respecte, oui. Je respecte. Je m'arrête. Merci. Merci Gauthier d'avoir été avec nous. Merci, Cyril, c'était un plaisir toute cette semaine. Tu as été une fois de plus excellent. Embellis ma semaine. Eh ben, tu veux que je te dise, ensoleiller mon quotidien. Moi, tu embellis ma vie à chaque fois que je te vois. Oh, les deux là. Mais vivez ensemble. Cyril, ce qui nous arrive. Cyril, Polska a oublié de dire qu'elle a roulé à 30, mais elle l'a raté quand même. Hein. Bravo Jean-Michel. Merci mon Gauthier. On remet sur la semaine prochaine? Avec grand plaisir, hein. Tu es toujours le bienvenu. Et moi, plus je te vois, plus je suis heureux. J'ai envie de revoir Gilles, ça se passe tellement bien avec lui. Pas réciproque. C'est vrai que ça se passe tellement bien. Les chéris, notre dossier d'aujourd'hui, on va revenir sur Gérard Depardieu et complément d'enquête. Vous le savez, il y a quelques mois, les équipes de complément d'enquête ont réalisé un nouveau numéro sur Gérard Depardieu, un reportage qui a fait énormément parler. Et on y voyait, il faut voir avec l'enquête, on va en parler avec Jérémy Assous, Gérard Depardieu sexualisait une petite fille, ça avait indigné tout le monde, bien entendu, ces mots de Gérard Depardieu. Et Gérard Depardieu a rapidement dénoncé une instrumentalisation des images. Maître Jérémy Assous était venu sur notre plateau pour nous en parler. Aujourd'hui, il est de nouveau avec nous et il a de grosses révélations à nous faire. Et en plus, Jérémy Assous, bravo à vous, puisque Gérard Depardieu avait perdu pas mal de ses procès dernièrement. Et là, c'est la première fois qu'il gagne. Et c'est important ce qui va se passer. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, parce qu'on parlait bien sûr de ces images de Gérard Depardieu dans Complément d'enquête, et Gérard Depardieu, je l'ai dit, a dénoncé une instrumentalisation des images. Vous aviez demandé les rushs aux producteurs, c'est-à-dire les rushs, c'est en fait l'ensemble de tout ce qui a été tourné, pour voir sans montage, pour voir ce qui correspond à tel montage, quelle image correspond à tel montage, et pour voir vraiment les images brutes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les rushs étaient extrêmement importants pour vous, et bien sûr pour l'enquête. Déjà, merci. Ce qui est très important, c'est que ce complément d'enquête reposait sur une séquence dans laquelle on affirme, enfin, complément d'enquête, affirme que Gérard Depardieu a sexualisé un enfant. Et la phrase exacte, c'est « il va même jusqu'à sexualiser une fillette d'une dizaine d'années ». Donc, avec complément d'enquête, on fait passer Gérard Depardieu pour quelqu'un qui a des propos pédophiles, ce qui est scandaleux. Bien sûr. En plus, il le présente comme tel dans le cadre d'un document d'information. Donc on accorde énormément de crédit, puisque nous savons tous que complément d'enquête est dans la catégorie de l'information et non du divertissement. Cette phrase a choqué n'importe quel téléspectateur. Et cette phrase a eu une importance capitale, puisqu'elle a décrédibilisé Gérard Depardieu, et même ses soutiens les plus importants étaient systématiquement accusés de protéger quelqu'un qui avait eu des propos inadmissibles. Or, Gérard Depardieu a toujours soutenu qu'il n'avait jamais eu cette phrase à l'encontre d'un enfant, mais qu'elle avait été tenue dans le cadre d'un projet cinématographique, un long métrage réalisé par Yann Moix, et c'était une œuvre de fiction où le réalisateur Yann Moix lui demandait de jouer différents personnages, notamment quelqu'un qui pouvait être extrêmement vulgaire, antipathique, etc. Lorsque Gérard Depardieu et Yann Moix ont indiqué à la presse publiquement que cette phrase, ils ne l'avaient jamais tenue à l'encontre de la fillette, la défense de la société de production et de France Télévisions, et ça c'est très important, puisque en la personne de Tristan Warlex, mais également... Le présentateur. Voilà, le présentateur de Complément d'enquête, mais également de Delphine Ernotte, la présidente de France Télévisions. Ils ont soutenu que tout ce qui était dit était vrai, et ils avaient comme preuve qu'ils avaient fait authentifier les rushs par un huissier. Et que cette authentification était dans un constat d'huissier que personne n'a vu, dont on ne connaît pas le nom, et qui refusait de communiquer. Pas les rushs, maître.
Ils n'ont pas dit les rushs. Ils ont dit les rushs. Ils ont dit le montage. Non, mais justement. L'huissier, il est venu constater le montage. Mais c'est déjà une tromperie. C'est déjà une tromperie vis-à-vis. Non, mais ce qui est très important, c'est que le montage est le fruit d'une sélection des rushs, par définition. Vous êtes d'accord sur le fait que pour le moment, personne n'a vraiment vu les rushs? C'est la raison pour laquelle la justice vous donne raison. Les rushs sont bien évidemment le producteur du documentaire Ikari, dirigé par Anthony Dufour. Et maintenant, c'est ce qu'a affirmé Delphine Ernotte dans le journal Le Monde, elle-même, puisqu'ils ont, à titre exceptionnel, c'est ce qu'ils disent, ils ont regardé l'intégralité des rushs de cette séquence et du montage pour confirmer que ce qui a été dit et les propos tenus par Gérard Depardieu le sont bien à l'encontre d'une fillette. Et c'était pour répondre au président de la République, Emmanuel Macron, qui avait dit « Attention, il y a une polémique sur cette séquence ». Nous n'avons eu de cesse de demander, tant à l'Arcom, qui reste bien silencieuse, d'avoir accès à ces rushs et à ce constat, puisque France Télévisions a dit, en la personne de son directeur de l'information, que l'ensemble des documents étaient à la disposition de l'Arcom. Mais nous avons également demandé à France Télévisions et également aux producteurs. Ils ont toujours refusé. Ce qui fait que Gérard Depardieu n'a eu d'autre choix que de saisir la justice pour demander à ce que cette dernière se prononce et ordonne ou pas qu'il puisse avoir accès à l'intégralité des rushs et des images. Et c'est la décision qui a été rendue hier. Donc ça, c'est une décision très importante. C'est capital, puisque la justice a dit, le tribunal judiciaire de Paris a indiqué que la demande de Gérard Depardieu était parfaitement légitime, puisqu'on remet en cause son honneur, mais également c'est le fait qu'il est paradoxal de soutenir qu'il a bien tenu ses propos et de refuser de le prouver. Et ce qui est très intéressant, c'est que tant le producteur Anthony Dufour que France Télévisions, dans le cadre de cette affaire, 40 pages de conclusion pour Dufour et Ikari, 20 pages pour France Télévisions, c'est 20 pages dans lesquelles ils s'opposent catégoriquement à ce qu'on puisse avoir accès à cela. Parce que, pour une simple et bonne raison, à partir du moment où on a accès au rush, on a accès à la vérité, et si la vérité est de notre côté, on démontre de manière irréfutable que c'est un montage illicite, c'est une infraction pénale, et surtout qu'ils ont menti à l'ensemble des téléspectateurs et que c'est tout sauf de l'information. Et ça, la justice hier a fait droit à la demande de Gérard Depardieu. Et maintenant, on va pouvoir démontrer que le lynchage, puisque c'est véritablement un lynchage dont Gérard Depardieu a été victime depuis le 7 décembre, date de la diffusion du complément d'enquête, repose sur un montage illicite où ils ont truqué la réalité. Et je termine, non mais c'est capital, puisque au niveau de la com... Juste une chose, maître. Vous avez très bien dit qu'ils auraient menti. Non, ils ont menti. Non, je l'affirme. Moi, j'en suis convaincu également, mais ça reste à vérifier quand même. Pour le moment, voilà. Mais vous avez raison de le dire. Mais attendez, je voudrais juste aller plus loin. Vous avez cité le président de la République tout à l'heure. C'est une affaire d'État. On parle d'une affaire d'État. Pourquoi ? Parce que le président de la République, il a juste repris des éléments dont on avait parlé ici en disant « j'ai entendu qu'il y avait une polémique ». Qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? La SDJ de TF1, qui n'a rien à voir avec le schmilblick, la SDJ de France 2, sont tombés à bras raccourcis sur le président de la République en disant mais c'est scandaleux, on a toute confiance en Tristan Walex, etc., etc. Sauf que ça reste à vérifier. Le président de la République, il a le droit de dire j'entends une polémique, voilà. Et que fait la justice aujourd'hui ? Et c'est vous qui l'avez obtenu, maître, bravo. C'est que la justice, elle dit d'une certaine façon, je vais donner un peu raison à tous ceux qui s'interrogent sur ce montage, puisqu'on va aller regarder les rushs pour voir si oui ou non il y a eu manipulation. Moi, ma conviction personnelle, parce que j'ai eu d'autres sources que celle de Yann Moix, c'est que je sais qu'il y a une manipulation sur ce passage-là. Donc, de toute façon, pour moi, le montage, il est illicite et il y a une tromperie intellectuelle. C'est pour ça que je pense que c'est aussi une affaire d'État, parce que d'une certaine façon, on a fait passer le président de la République pour un menteur, quelque part. Là, c'est grave. Il nous reste 3 minutes là-dessus. Maître, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui va se passer maintenant ? Ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir les rushs et on va pouvoir avoir l'information. Est-ce qu'il a tenu ses propos ou pas ? Moi, pourquoi je suis convaincu qu'il ne les a pas tenus à l'encontre de la fillette, c'est que
il leur suffisait de le démontrer. Oui. Et vous savez que les syndicats des journalistes soutiennent Tristan Warlex à la suite de la prise de parole de la position du président de la République. Je trouve ça tout à fait normal. Pourquoi ? Parce qu'on est dans le service public, mais on est quand même face à des journalistes qui ont une certaine réputation. Et donc, ils bénéficient d'une vraie crédibilité. Donc, si Tristan Warlex dit, et Delphine Ernotte, ça a été dit, on a la preuve, a priori, on les croit. Ce qui est très bizarre, et c'est là où on rentre vraiment dans une situation très particulière, c'est qu'à partir du moment où on leur dit, mais écoutez, en face, Gérard Depardieu le conteste, est-ce que vous pouvez nous donner les éléments ? Ils disent non. Et la parade, et c'est ce que je voulais vous dire, la parade qu'ils ont trouvée au niveau de la com, c'était assez brillant, puisque ça a entretenu une confusion. C'est qu'ils disent, on aimerait bien vous les donner, mais il y a le secret des sources. Et on doit respecter le secret des sources. Et c'est vrai que le secret des sources, c'est ce qui protège le plus et le mieux les journalistes, et il faut absolument le respecter. Il est limite sacré. Sauf qu'on a toujours soutenu qu'il n'y avait pas de source en l'espèce, puisqu'on ne peut pas être auteur et source. Je suis d'accord avec vous. Et là, ce qu'a dit, et c'est ça qui est très important, la présidente du tribunal judiciaire de Paris, qui est spécialisée sur les affaires dites de presse et de journalistes, elle a dit et elle a écrit qu'il n'y a pas de source. On ne peut pas se réfugier et se cacher derrière le secret des sources. Parce qu'elle a parfaitement compris que tout ça était faux. Et donc maintenant, avec les rushs, on va pouvoir tous vérifier si c'est vrai ou pas. On sait tous que c'est pas vrai. Ce qui a été diffusé est une manipulation. Et le pire, et c'est ça ce qui est pour moi encore plus grave, c'est que France Télévisions aurait pu se désolidariser du producteur. Elle aurait pu parfaitement dire, écoutez, c'est une prod externe, ils nous ont vendu ça, on l'a acheté, on a une garantie de bonne fin, on est de bonne foi, on vérifie. Non, France Télévisions a non seulement couvert, mais a protégé et a amplifié le problème lorsqu'elle dit que tout ce qui est télédiffusé a été authentifié. C'est faux. Donc là, France Télévisions va également répondre, puisque maintenant elle est complice du montage illicite, elle va également répondre devant les juridictions pénales. Et Tristan Warlex, Delphine Ernotte vont en répondre parce qu'ils ont pris position. Et c'est la même chose que Ikari. Et on a trompé des millions de personnes. On a sali l'un des plus grands acteurs français de l'histoire du cinéma. Et il y a d'autres choses aussi. Non, mais attention. Les autres choses, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Ne présentez pas non plus votre client comme une noix blanche. Il a quand même d'autres affaires pénales. Mais les autres affaires, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Bien sûr, mais on ne peut pas non plus ne pas le... Bravo, maître. C'est très important. Je termine là-dessus. Pourquoi ? Parce que dans les autres affaires, vous n'avez pas accès au dossier, personne n'a accès au dossier, et on respecte la présomption d'innocence en France. À partir du moment où on entend et on voit une image, il n'y a pas besoin de procès, on dit qu'il a tenu ses propos, donc il est coupable. Et à partir du moment où on considère qu'il est coupable d'avoir tenu des propos pédophiles, on l'associe à ça, et ça crédibilise le reste. Alors que si on démontre que c'est faux, là on revient et on retrouve un climat serein et normal, et on va pouvoir montrer que Complément d'enquête n'a eu de cesse de vouloir détruire Gérard Depardieu par des moyens totalement illégaux et faux. Merci. Merci, maître. Merci, maître Jérémy Assous. On attend avec impatience de voir vraiment si les images ne correspondent pas aux vraies images et s'il y a eu un montage fallacieux. Vraiment, on espère que vous nous donnerez tout ça parce que ça a été le feuilleton de l'année et c'est vrai que ça a été incroyable. C'est réellement une affaire d'État et bravo à vous d'avoir réussi à faire ça parce que c'est une grosse avancée. On attend ça avec impatience. Merci. Mais je termine juste pour savoir parce qu'il y a une question qu'on peut tous se poser. C'est mais s'ils refusent de les donner, s'ils ne les donnent pas les rushs. Qu'est-ce qui se passe ? Oui, parce qu'ils pourraient se dire bon je les donne pas et on reste un peu dans. Moi je soutiens qu'il l'a jamais dit, mais il y a cette espèce de doute. Ouais. Alors ça va être. Cette réponse, la présidence, bien évidemment, du tribunal judiciaire s'est posé la même question. Dans le montage illicite, le seul moyen qu'ils ont pour se défendre et pour ne pas être condamnés par le tribunal correctionnel, c'est de prouver que ce qu'ils ont diffusé est vrai. Et le seul moyen qu'ils aient, c'est de montrer les rushs. Ouais. Donc là, j'ai une décision de justice qui leur ordonne. Ils sont condamnés à le faire. Donc soit ils respectent les décisions de justice, soit ils les piétinent. Mais vous savez que quand vous ne respectez pas une décision de justice, on a certains moyens qui permettent de contraindre les récalcitrants. Mais également, le tribunal correctionnel, qui est une autre juridiction, ne va pas manquer de dire écoutez, si vous n'avez pas communiqué les rushs ou si les rushs ne d'établissent pas que Gérard Depardieu a tenu ses propos, vous êtes condamné. Et ça, c'est très grave. Et donc, ils vont en répondre. Mais j'insiste sur le fait que, bien évidemment, Anthony Dufour va en répondre. Mais également, les responsables de chez France Télévisions. Merci. Merci Jérémy Assous, merci d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant. On aura Brigitte Lahaye qui va être avec nous parce qu'on voulait l'interroger quand même sur l'affaire Johnny Hallyday. C'est quand même un vrai bail. Et il y aura Big Laoui, Fabien Lecoeuf qui sera avec nous pour faire un point bien sûr sur les dossiers People. À tout de suite.
Merci d'être avec nous. Il est 20h46, c'est Touche pas à mon poste. Merci à Fabien Lecoeuf d'être avec nous. Ça va mon Fabien? Pleine forme. Merci, bah ça se voit. Ah oui? Sautillez pas du tout. Non, franchement. Et Brigitte Lahaye est avec nous. Je suis très content de la recevoir, Brigitte. Merci, Brigitte. Quel succès, Brigitte. Comment vous allez, Brigitte? Très bien. Alors, mais c'est fou parce que Brigitte, elle était venue me voir dans une émission il y a très très longtemps. Je démarrais. C'est vrai. Elle avait accepté mon invitation, donc je vous ai jamais oublié. Et vous savez que vous êtes dans mon cœur, dans ma tête et un petit peu partout dans mon corps. Comment allez-vous? Ça va très bien, très bien. Il y a votre biographie qui sort, Lahaye par Brigitte. Alors, vous racontez plein de choses. Hein. Il y a plein de passages qui ont fait énormément parler. Déjà, vous êtes l'une des premières stars du cinéma porno en France. C'est vrai que vous êtes la plus connue, en vrai. Ah si. Oui. C'est vrai que j'ai jamais... des stars de porno, oui, ça c'est sûr, mais c'est pas très difficile. J'ai jamais vu de film avec vous. Ah oui. Je jure que c'est vrai. Oh. Non, vraiment. Pipo. Ah, non. Oh. Je vous jure, j'ai jamais vu de film avec vous, vraiment. Qui en a vu ici avec Brigitte? Ah oui, quand même. Ah oui. Ah oui, quand même. Ah bah écoutez, voilà. Par l'émission. Hein. On s'informe, hein, on bosse. Alors, vous parlez aussi de la radio. C'est vrai que, et franchement, à la radio, vous êtes incroyable aussi. Ah oui. Vraiment, c'est vrai. Hein. Elle était excellente à la radio. Vraiment, mais c'était un talent incroyable et tout le monde parlait d'elle. Non, mais c'est vrai. Belle écoute. Et... Vraiment, oui. Et recueillir la parole. Ouais. Et vous parliez beaucoup de sexe à la radio. Comment on sait si on est addict au sexe? Quand ça fait souffrir. C'est-à-dire? C'est-à-dire que si ça fait du bien de regarder des films porno, il n'y a pas de souci. Si ça fait souffrir, c'est qu'on est dans l'addiction. Je simplifie. Hein. Souffrir, parce qu'on passe trop de temps, du coup le couple va pas bien, ou on dépense trop d'argent. Enfin, bon. Ouais, c'est sûr. Voilà. C'est sûr. Ouais. Et si ça fait pas nuit souffrir... au couple de regarder des films porno? Est-ce que c'est autorisé? Mais c'est bon. Ça nuit pas. Ça nuit pas au couple si le couple va bien, mais non. Mais je crois que vraiment il faut pas s'inquiéter. Le sexe, regarder des films porno, c'est pas une drogue, c'est pas. Ah non. Ça peut nuire au couple si on regarde un film et qu'on voit sa femme dedans, qu'on ne savait pas. Il est con, ça rigole. C'est vrai que là, c'est vrai. Ou pire, sa mère. Oui. Merci Brigitte, ne le relancez pas. Dans ce livre, vous parlez énormément de votre vie privée. Alors, il y a un truc qui a fait énormément parler, c'est vous avez révélé avoir une relation avec, une liaison, une relation avec Johnny Hallyday, 2 fois. Oui. 2 fois. 2 fois le même jour ou... Non, mais je donne très peu de détails et j'ai pas prévu d'en donner plus. Je sais, on ne demande pas de détails. Non. Et donc, comment vous l'avez connu juste? Mais je l'ai connu parce qu'il était très ami avec un des réalisateurs de mes films pornographiques, Frédéric Lansac. Ah ouais. Et il avait très envie de me rencontrer, voilà. On comprend. Et donc après, la rencontre s'est faite? La rencontre s'est faite, on s'est revus. Et puis comme j'étais à l'époque en train de tomber amoureuse d'un homme, je n'ai pas donné suite. Ah ouais? Voilà, c'est tout. Vous êtes vu direct ça s'est fait direct ou... J'étais une fille assez facile à l'époque, quand même. Hein. Ah oui, donc vous êtes vu direct Et Johnny, il était... Non, puis écoute, c'était un très bel homme. Ah, mais j'adore, moi. Attends, je suis fan de Johnny, moi. Donc, vraiment, je suis content. Et vous êtes toujours une belle femme. Merci. C'est vrai. Merci. Vous êtes en couple aujourd'hui? Pas spécialement. Ouais, quand on bégaye comme ça, c'est un bon signe. Ouais. On demande, t'es en couple? C'est jamais... c'est que... donc c'est... Je suis libre. Libre? Ah ouais, comme un taxi. Dans tous les sens du terme. Non, vraiment, libre. C'est vrai que vous êtes vraiment une femme libre. Oui, c'est assez sûr, oui. C'est vrai. Hein, mais... on n'est jamais totalement libre. On est libre de ses choix, c'est déjà pas mal. Et vous cherchez pas l'amour? Si, j'ai toujours... je cherche l'amour, je suis une grande passionnée. J'étais très, très souvent amoureuse. Ah ouais. Mais jamais ça, sur des petites périodes, quoi. Non, j'ai quand même été mariée plus de 20 ans. Non, ah ouais? Pas mal. Même pas? Oui. Eh ouais, mariée plus de 20 ans, c'était pas trop chiant? Mais pour vous, parce que je sais que, voilà... Non, on peut changer de position quand même. Jean-Michel en femme.
J'adore. C'est Jean-Michel en femme, en fait. Elle est beaucoup plus fine. Non, mais la question qu'on s'était posée, puisque vous avez dit qu'il était marié à ce moment-là, est-ce qu'on peut vous demander avec qui il était marié à ce moment-là? Je crois qu'en 77... C'était Sylvie Vartan. Voilà, c'est ce qu'on avait dit hier. Sylvie Vartan. Merde. Ça fout les boules. Et vous la connaissiez, Sylvie Vartan? Pas du tout. Pas du tout, non. Je ne l'ai jamais rencontrée. Ah ouais. Eh bien, elle est là ce soir. non, mais c'est vrai. Et Brigitte, est-ce que vous êtes heureuse? Oui, oui, très. Vraiment? Ah ouais. Vraiment, vraiment. Vous regrettez rien de tout ce que de toute votre... Non, j'ai jamais rien regretté et je crois qu'il faut jamais regretter parce que même si c'est des choses qui ont été difficiles, c'est des expériences et on se construit grâce aux expériences. Non mais c'est vrai. Vous avez démarré comment vous en fait dans quoi? Dans la vie? Ouais, dans la vie. Non, dans tout quoi. Vous avez fait des quoi comme études? On va dire que j'ai fait l'X. À l'Orchestre National de France. Vous avez fait quoi? Non, non, mais je crois que c'est une question de langue, sans doute. Ok. Langue appliquée. Vous n'êtes pas amoureuse en ce moment? Vous n'êtes pas amoureuse en ce moment? Non, non, non. En ce moment, ouais, tranquille. Ouais. Ah bah oui. Oui, j'avais une question à Brigitte. Est-ce que c'est pas compliqué quand on a été aussi connu que vous dans le porno d'avoir des relations sentimentales? Parce que peut-être que les hommes s'attendent à des performances, à vivre des choses sexuelles qu'ils n'ont jamais connues et du coup ça vous met la pression un peu. C'est plutôt les hommes qui tombent en panne. Ah oui? Ah ouais. Ils sont impressionnés? Ils sont impressionnés. Carglass répare, Carglass remplace. Ah oui, il fait trop la pression du coup. Ouais. Oui, bah oui. Mais alors que je suis plutôt une grande tendre et romantique. Bien sûr. Ah oui, moi je connais aussi des actrices porno qui me disent que dans leur vie sexuelle normale, elles sont tout à fait classiques. Enfin, il ne faut pas s'attendre à des choses, elles ont une vie sexuelle normale. Alors que c'est sûr que quand on regarde des films, on s'attend à des choses un peu... alors Mickey. C'est le fantasme. Hein. Bien sûr. Bah, quand tu vois, moi aussi, quand tu vois des cascades, tu vois des films avec Jason Statham, tu vois plein de cascades. Ah oui. C'est pas en vrai. Hein. Bien sûr. C'est exactement pareil, oui. Notre spécialiste géopolitique. Est-ce que vous pourriez vous lancer sur OnlyFans? Pardon? Est-ce que vous pourriez vous lancer sur OnlyFans? C'est quoi? C'est une plateforme, on fait des choses privées en échange d'argent. Ah non, mais moi, Des il vidéos y a longtemps que je me suis rhabillée. Ah, d'accord. Ouais. Quand même. Ah, ouais, là. Ah oui, là, c'est comme, voilà, comme Federer au tennis, il a arrêté. Faire ses adieux à un moment donné. Vous avez dit que vous avez été marié pendant 20 ans. Est-ce que vous faisiez des films pendant cette époque? Et si oui... Non, mais j'ai tourné en fait de 76 à 80 des films porno. Est-ce que c'est compatible avec une vie de couple d'être acteur? À l'époque, j'étais en couple, oui. Et comment le vivait votre partenaire? On était également libertins, donc il n'y avait pas de problème. Ok. Donc, mais je me suis beaucoup rangée maintenant. Chacun voyait midi à sa teub. Vous expliquez qu'à un moment de votre vie, il vous fallait, entre guillemets, 3 hommes par jour. Ça fait partie de l'addiction et de la souffrance ou c'était par plaisir? Alors, je n'en souffrais pas, mais on peut considérer en effet qu'il y avait quelque chose d'addictif. Mais c'était une sorte de quête. Enfin, moi, je voulais tout connaître sur le sexe. J'ai tout pratiqué. Et puis à un moment donné, on se rend compte que c'est pas ça la vie. Et on remonte un peu et on passe au cœur. Et ensuite, après, plus haut aussi. C'est beau ce que vous dites. Très beau. Non, mais c'est vrai. Hein. Très beau, oui. Vous assumez. Une ancienne de BFM. On a travaillé dans le même groupe en même temps. Hein. Oh là là. On a travaillé dans le même groupe. C'est une collègue. Alors oui, collègue. Non, comment vous avez réussi à gagner votre crédibilité en étant passé du monde du porno à aujourd'hui des émissions qui sont reconnues comme telles? Sur RMC, on y était ensemble. Et ailleurs, comment vous avez fait la bascule? Pas facile avec le passé que vous aviez. Vous savez, moi j'arrête le X en 80 et je fais ma première émission à la radio en 2001. Donc ça vous colle à la peau, c'est ça non, parce qu'aujourd'hui, curieusement, les gens me connaissent plus pour la radio. Bien sûr. Il y a même des gens qui ne savent pas, qui ne connaissent plus mon passé. Oui. Bon, mais enfin, il faut 20 ans de radio pour effacer 3 ans de porno. Oui, c'est ça. C'est vrai. Hein. C'est ça. C'est fou ça. Non, mais c'est incroyable. Vous avez dit chez Jordan Deluxe que vous pourriez voter pour Marine Le Pen. Est-ce que
Voilà, parce que voilà, vous avez dit ça, Jordan Deluxe, vous allez le faire pour les européennes, pour Jordan Bardella ou pas du tout Non, je n'ai pas encore trop décidé pour qui j'allais voter. Vous allez voter pour les européennes? Et je vais essayer d'aller voter, oui, j'essaye de tout le temps d'aller voter. Moi, j'ai tendance à dire que je vote pour le moins pire, voilà, ou la moins pire. D'accord. C'est un peu ça ma façon de voir la politique. Je suis pas très dans la politique. Ça, ouais. Je pense que ce que je trouve intéressant, en revanche, c'est d'écouter les gens et de se rendre compte à quel point les gens qui sont bien dans leur intimité sont des gens beaucoup plus tolérants et beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup moins dans les extrêmes. Et donc c'est un peu ça, moi, mon combat politique. C'est d'aider les gens à être bien dans leur vie intime. Brigitte, vous avez eu énormément de succès avec les hommes, toujours. Non, mais c'est vrai, alors oui, Ah oui. j'ai du succès, mais on n'ose plus me séduire parce que je pense que je fais un peu peur, oui. Pourquoi? Parce que je représente une sorte d'icône sexuelle qui aurait tout vu, qui aurait tout connu. Et comme vous avez tout vu, tout connu, est-ce que vous pouvez savoir, en une fraction de seconde, comme ça, quand vous voyez un homme, est-ce que vous pouvez savoir voilà, s'il a quelque chose, s'il est sensuel, voilà, Gilles, par exemple. On l'a vu arriver. On l'a vu arriver à 400 km, celle-là. Je sais pas, j'ai commencé par Gilles, je suis celui qui est le plus loin, mais... Non, mais je crois que ce que je dis souvent, ce qu'il faut, c'est accepter d'être un peu touché par quelqu'un, au sens comme ça, hein, voilà. Ah ouais. Et là, on sent tout de suite... Attention, ça remonte vite avec ça. Faites attention, Brigitte. On sait tout de suite si l'alchimie fonctionne. Et on sait si l'alchimie fonctionne, voilà. Moi, je suis pour réinventer le flirt. Non, ouais. Oui, parce que c'est vrai que quand on se retrouve dans le lit avec un homme et que finalement, c'est pas terrible, c'est du temps perdu. Je sais, demander à Daniel, on a perdu du temps. Trouvé dans des lits avec des hommes, mais c'était à l'hôpital. Brigitte, en tout cas, merci d'être avec nous. Brigitte, vous restez avec nous? Mais volontiers, oui. Bon, voilà. Tout va bien, vous êtes heureuse. Ça va. Votre rêve maintenant serait quoi? Mon rêve, que rien ne change déjà, ce serait bien. Hein. Ouais, vous êtes bien, là. Oui, ça va. Vous savez, j'approche d'un certain âge et je suis encore en pleine santé, en pleine forme. En plus, vous êtes toujours très belle. C'est un privilège. Je ne dirais pas votre âge. Hein. Mais on peut le dire, j'ai bientôt 69, hein, alors 69. on peut le dire. Ah, comme par hasard. Il n'y a jamais de hasard. Jamais Brigitte. C'est quoi votre film le plus connu? Parce que je n'en connais pas, moi. C'est quoi le titre? Mon film le plus connu dans la série des X, hein, j'imagine. Oui. Oh, mon préféré, je vais dire, c'est Je suis à prendre. Ah, Je suis à prendre, ah ouais. Vendu. Allez. Oui, qu'est-ce qu'il a? Non, c'était 5 millions de DVD. C'est incroyable. Pas de VHS à l'époque. Ah ouais, c'est fou. Hein. C'est énorme. Il y avait quoi comme autre titre? Il y avait quoi? J'adore les titres de... Je sais plus. L'infirmière n'a pas de culotte. Mais non. Non, c'était secrétaire sans culotte. Ah, secrétaire sans culotte. Secrétaire Ah, sans culotte. tu vois. Ça va pas être facile quand même pour prendre des rendez-vous. C'est vrai. Ah oui, mon stylo. Tu n'as pas de culotte, tu dois prendre des rendez-vous, tout ça, c'est pas évident. Il y avait quoi d'autre? Mais je sais plus. L'arrière-train sifflera 3 fois. Un quoi? Mais il les connaît pas. Il les connaît tous. Non, c'est pas de Brigitte. T'as levé là. Chatte sur un doigt brûlant. Mais non. Non, mais ils sont cons. Non, mais. Retourne-toi que je marque un but. Qu'est-ce qu'elle a dit? Retourne-toi que je marque un but. Mais Elle est documentaire. surtout, non, mais c'est elle, ça devient très. Elle l'a dit tout à l'heure, hein, Brigitte. Quand le sexe devient une souffrance, attention. Elle, c'est pas qu'elle est en souffrance. Bonsoir, Big Glaoui. Bonsoir, Fabien. On a des nouvelles de Florent Pagny, tiens. Oui, Florent Pagny qui était à Paris cette semaine. Bah, très bien. On le croyait en Patagonie. Ah ouais? Et, oui. Et puis finalement, il a fait 17 heures d'avion pour venir à Paris. D'abord, mercredi soir, il est à l'Olympia. Oui. Il est allé faire une surprise à un concert. Vous savez, c'est l'épouse de Ibrahim Malouf, qui est une star au Liban. Iba Tabouaji. Exactement. Et il est arrivé sur scène pour chanter Savoir aimer avec elle. C'est un duo absolument magnifique.
Et puis le lendemain, donc jeudi, cette semaine, on l'a vu salle Pleyel pour l'armée française, les Bleuets de France, vous savez, cette association pour les militaires. Et il a fait une surprise. Alors l'armée a tenu sa venue très secrète pour faire vraiment la surprise à la salle. Pleyel était complet et il est arrivé pour chanter Le Soldat. Vous savez, cette merveilleuse chanson qu'a écrit l'épouse de Calogero, Marie Bastide, qui est une auteure exceptionnelle, vraiment exceptionnelle. Et donc il a chanté Le Soldat en direct sur scène. Il est en pleine forme. Johnny Hallyday, c'était un fantasme pour vous à l'époque ou pas? C'est à moi Oui, bah, pas lui. Non, pas pour moi. On a travaillé ensemble. Non, pas lui. Hein. Là, Non, mais vous savez, j'avais 22 ans. Quand une idole comme Johnny Hallyday a envie de vous rencontrer, c'est une reconnaissance extraordinaire. C'était une reconnaissance pour moi. Donc oui, c'était un moment chouette. C'était qui votre fantasme absolu, voilà, peut-être que vous n'avez jamais vu, peut-être même à l'international, etc. Peut-être. Alors, c'était Robert Redford. Non, oui. On est hyper et bien. un jour, je l'ai rencontré au Festival de Cannes. Et il était à côté de moi et j'ai découvert qu'il était un peu rouquin. Ah ouais. Et j'aime pas les rouquins. Donc, vous voyez comme quoi... Il y a des très beaux roux. Hein. Il y a des très beaux roux. Et il y a des très belles rousses. Nicole Kidman. Non, et puis il y a des très belles rousses, des très beaux roux, mais vous, vous n'avez pas. Donc là, ça m'a cassé mon c'était pas votre style. fantasme. Ouais, c'était pas votre Pourquoi il ne faut pas les rencontrer, les idoles. Ouais, ah ouais, vraiment. Et après, c'est fini après. Bah, oui. Il y en a pas un fantasme, quand il est Tom Cruise. raté, c'est plus un fantasme. Ah bah c'est sûr. Tom Cruise, non? Non, pas spécialement. Non, non, vraiment. C'est qui voilà, Et vous, c'est qui votre fantasme? Maman, voilà. Bravo. Tombez bien. Tombez bien, Brigitte, c'est que je n'ai pas de zizi. Non, mais non, moi, alors franchement... Ça, c'est pour que j'aille vérifier. Non, là. Oh, Brigitte. Le petit Johnny. Oh non, bon, t'inquiète pas, Brigitte. Tout est là, tu sais encore. Ça s'est pas encore barré. Toujours vivant, toujours debout, toujours la banane. J'ai pas les sous pour continuer. La chanteuse Lio demande à ses fans de l'aider pour sortir un album. Oui, elle a envoyé un message sur Instagram cette semaine. Ouais. Et alors, elle est très ennuyée parce qu'elle aimerait refaire un nouvel album. Et puis, elle demande de faire une cagnotte en ligne. Et voilà, elle espère récupérer suffisamment d'argent, c'est-à-dire entre 20 et 30 000 euros, pour pouvoir produire un nouvel album d'ici la fin de l'année. Mais vous savez, les artistes comme elle, il y a plein de gens comme ça qui ont connu des difficultés financières. Hein. C'est toujours pour 5 raisons, les difficultés financières, il faut le savoir. C'est quoi? Soit vous avez un train de vie au-dessus de vos moyens, ce qui était le cas de Johnny Hallyday. C'est vous qui avez écrit ça? Oui, pourquoi? Ben si. C'est logique. Hein. D'accord. Alors, Johnny Hallyday, ce problème-là, Claude François, Johnny devait déjà 15 millions d'euros en 1975. Il a mis 10 ans pour les payer. Et après, au moment de sa disparition, en décembre 2017, il avait encore 13 millions de dettes au fisc. Donc il a toujours vécu comme ça au-dessus de ses moyens. En fait, c'est un chanteur français. Il vous l'a dit, ça? On parlait d'autre chose. Hein. Et puis on connaît le problème de Laetitia aujourd'hui, a remboursé quand même déjà une grande partie des dettes, puisqu'il reste encore, je crois que l'équivalent 18 millions d'euros à rembourser d'ici. Alors là, on en a fait une, là, parce qu'il y en a 5. Donc, non, mais on en a 5, on va finir à 23 heures. Hein. Alors, dans les difficultés qui vivent au-dessus de leurs moyens avec Claude François, puisqu'il a mis ses enfants n'ont gagné de l'argent que 10 ans après sa disparition, tellement il y avait de dettes à sa mort. C'est Coluche, on a oublié Coluche aussi, qui vivait au-dessus de ses moyens. En achetant beaucoup de drogue de son vivant, ça faut le rappeler quand même. Après, ce qui crée des difficultés, c'est les ruptures. Il dit ça tranquille, lui. Ben oui. Ah, moi, je suis fan de Coluche aussi. Eh oui, mais bon, moi, je suis allé rue Gazan à l'époque. François et Coluche. Eh oui, mais voilà, il y avait toujours les soucoupes. Mais bon, mais non. Vous connaissez le principe et ça coûte beaucoup d'argent. Alors après, il y a les ruptures amoureuses et les divorces. C'est pas trop le principe, hein, mais bon. Les ruptures amoureuses, le divorce, ça ruine souvent les carrières. Ah bah, ça, c'est sûr. Alors, je pense surtout à Whitney Houston. Ah oui. Parce qu'il y a Whitney Houston, quand elle a divorcé en 2007 de Bobby Brown. Ouais, et bien là, ça lui a coûté 2 700 000 millions de dollars. Et là, je pense qu'à un moment donné, ça a commencé à ruiner un peu sa carrière. Et la drogue, surtout. Et puis après, elle a enchaîné avec l'alcool et la drogue, évidemment, bien sûr aussi. Troisième fait, c'est les mauvaises affaires. Ça, je pense à Enrico Macias. Ah ouais, oui. Le pauvre. Il doit 35 millions d'euros. En fait, il voulait faire, je vous explique très vite, il voulait faire 5 millions de travaux dans sa propriété qu'il avait à Saint-Tropez. Il va voir une banque islandaise. La banque lui dit, on vous les prête, mais vous empruntez 35, c'est mieux.
Parce qu'on va vous faire des placements financiers dans des assurances-vie. Dans l'intervalle, la banque fait faillite. Et aujourd'hui, il doit 35, il a des hypothèques sur son appartement. Il a perdu la maison. On l'embrasse. Non, mais c'est... voilà. On l'aime, Enrico. Donc voilà, donc ça, c'est les mauvaises affaires. Après, vous avez les retards d'impôts. Vous savez, généralement, les artistes, ils sont jamais à l'heure pour payer les impôts. Alors là, il y a une liste considérable. Il y a Johnny, bien sûr, en tête. Il y a Prince, puisque Prince doit à la France encore, je crois, l'équivalent de 3 millions d'euros. Avec tous les biscuits qu'ils vendent. Non, mais parce qu'il avait fait des concerts. Il avait fait des concerts en France, à Nice, au New Morning, à Arras, enfin tous les concerts. Il n'a pas payé les taxes qui sont dues à son travail en France. Donc ça, c'est encore ce qui met beaucoup de chanteurs dans la difficulté. Florent Pagny, d'ailleurs, qui a des problèmes d'impôts aussi. Et puis la dernière clause, c'est les revenus aléatoires, les chutes de carrière. Ah, ça, les chutes. Ophélie Winter, Lame, tous ces gens, Doc Génico, tous ces gens qui ont eu des chutes de carrière après une réussite et qui, à un moment donné, continuent à vivre dans un fonctionnement de star. Chute de carrière. Et ça, c'est inévitable. C'est pour ça que les difficultés d'artistes, elles sont importantes. Hein. Comme ça, la carrière, c'est comme... Mais je peux vous faire la liste, je peux passer encore 2 heures pour faire la liste. Ah ouais, mais non, vous emmerdez pas. Lyon, il y a au moins 2 des raisons, parce que comme elle écrit pas, elle n'a pas de droit d'auteur. Et deuxièmement, au début des années 2000, elle était gérante d'une société qui a fait faillite. Ouais. Et donc, elle a dû rembourser. Elle a vendu sa maison qui ne lui a pas rapporté grand-chose en Charente-Maritime. Et depuis 20 ans, elle n'a plus rien, quoi. Oui, vous, les retards d'impôts, ça vous connaît Non Mais oui, mais c'est bon. Mais... Derrière moi. Hein Merci de me le rappeler. Merci de me le rappeler. Non, mais c'est bon, là, c'est réglé. C'est bon. C'est bon, tout est sous contrôle. Merci. Mais je m'inquiète pour vos finances. C'est important. Mais ce que dit Gilles, je complète, il a parfaitement raison, parce qu'il y a les artistes qui sont auteurs, compositeurs, coéditeurs, coproducteurs et plus. Ah, bien sûr. Et puis il y a ceux qui sont des interprètes. Il y a une vraie génération des années 60, 70, 80 où ça n'était que des interprètes. Et là, ils n'ont pas les mêmes revenus 30 ans plus tard. Brigitte, vous êtes dépensière? Non, pas du tout. Ça, vous n'avez jamais eu de difficulté, parce que vous n'avez jamais eu un train de vie Je suis pas envoyé en l'air. Je suis fille d'un employé de banque, donc j'ai été éduquée. 1 centime, c'est 1 centime. Ah ouais. Vous n'êtes jamais retrouvé à poil financièrement, je veux dire. Ah non, mais... Il est fait tout. Excusez-le, Brigitte. Excusez-le. Non, mais ouais, vous êtes tranquille. Ça va, oui. Ça gagnait beaucoup d'argent, le X, à l'époque, ou pas? Oui, enfin... Pour l'époque, plus que secrétaire. Ah ouais. Mais c'est pas des fortunes, non. J'ai beaucoup gagné. Je gagne bien ma vie à la radio. Vous payez combien un film? À l'époque, on devait être payé genre 800 francs, 1000 francs la journée. 1000 francs la journée, ah ouais. Et ça a duré combien de journées, un film? Ça dépendait des films, mais pas une semaine, oui. Ah ouais, d'accord. Aujourd'hui, c'est 2 jours ou 3 jours un film porno. Ah ouais. C'est les cadences Il mieux vaut louer sa maison, par exemple, pour tourner un film. Ah ouais. On cherche, il y a beaucoup de sociétés de Moi, je vais production. aller m'asseoir sur le canapé après tranquille. C'est à peu près, si vous louez votre maison, Cyril, pendant une semaine, c'est 50 000 € à peu près pour la semaine. Ils vous remettent tout en état derrière. Ouais, non, t'inquiète, j'ai pas confiance, moi. Non, c'est bon, pas confiance. Un appartement, c'est 30 000. J'ai pas confiance, non, j'ai pas confiance. La guerre entre Inès Reg et Natacha Saint-Pierre, Anthony Collecte revient sur les menaces de mort reçues pendant Danse avec les stars. Gilles. Il s'est exprimé, il a exprimé son mal-être. Il dit qu'il a perdu 9 kilos et que c'est pas entièrement dû à la danse parce que pendant les saisons précédentes, il perdait beaucoup moins. Et effectivement, on n'avait peut-être pas conscience de la douleur qu'il a ressentie. Il explique qu'il a été vraiment menacé, que son adresse a été diffusée. Et il explique que c'était extrêmement difficile. Il donne une interview pour dire que même sa copine avait envie de le tuer parce qu'il lisait tout sur les réseaux sociaux sur lui. Il n'a pas réussi à s'abstraire de ça. Et donc, sa vie était extrêmement difficile. On comprend mieux maintenant sa main courante et la manière dont il a été meurtri par l'émission. Et on l'a contacté pour lui demander s'il serait dans Dals l'année prochaine. Il ne sait pas encore s'il y sera. Vous sortez d'une cathédrale? C'est mon micro, ouais. Pardon. Non, il ne sait pas encore s'il sera dans Danse avec les stars ou pas. D'accord, très bien. Vous avez déjà contacté pour faire des émissions Danse avec les stars ou... Oui, je ne sais plus trop lesquelles, mais... Non, ça vous dit rien? Non, j'ai pas spécialement besoin. Je fais de la radio tous les jours. Je travaille. Exactement. La réponse est incroyable. Je travaille, j'ai pas besoin de ça. Ça prouve bien, voilà. Quand les gens travaillent, c'est vrai que c'est compliqué de... Merci, on a bien compris, Brigitte. Merci, Brigitte. D'autres choses. Mister Glaoui.
On va parler de Carla Bruni. Je ne suis pas du tout en rémission. Elle se livre sur son cancer du sein, je ne savais même pas. Et oui, elle a fait une interview dans Vanity Fair, le magazine, et c'est vrai qu'elle avait déclaré en octobre 2023 être victime, en tout cas, d'un cancer du sein gauche. Et puis, elle a un médicament qu'elle prend régulièrement, le tamoxifène, qui lui donne des problèmes de poids, évidemment. Donc, mais en même temps, elle bénit chaque jour ce cachet, ce qu'elle dit dans l'interview. Elle bénit chaque jour ce cachet pour pouvoir grandir sa fille, entre autres, qui a 12 ans aujourd'hui et qui est une championne d'équitation. Donc pour elle, c'est son grand bonheur, finalement, grâce à cette pilule qu'elle prend tous les matins pour combattre ce terrible cancer. Et je pense que c'est formidable de l'avoir annoncé dans son statut, d'expliquer que finalement, elle est comme tout le monde, comme quand on chope comme ça des maladies. Voilà. Donc, courageux, hein. C'est courageux, très courageux. Un traitement très lourd, effectivement. Ouais. Elle explique que ça a été diagnostiqué en 2019. Effectivement, elle en parle en 2023. Et puis, elle dit que ce médicament l'a révoltée. Finalement, elle l'a un peu dompté parce qu'elle sait que c'est absolument nécessaire. Et elle fait ça pour que toutes les femmes victimes d'un cancer du sein aient envie de lutter et surtout n'aient pas honte de... Pour la prévention aussi, pour les mammographes, pour dire aux femmes, allez vous faire... Je pense fort à Carla Bruni, en tout cas, je l'adore, Carla. Formidable. Je l'adore. Je suis sur votre film, sur vos films. Je brûle de partout, c'est vous? Ah oui, oui. C'est un gros succès, ça aussi. Pas appeler les pompiers? Bah oui. Non, c'est un... je vais... voilà, je vous le dis. La clinique des fantasmes. Oui. Les titres, ils sont très, très sobres. Hein. Voilà, mais je vous dis, Brigitte, j'ai jamais vu de film avec vous. Voilà, donc je peux vous dire, je suis un garçon sain de corps et d'esprit. Mais j'aurais pu me documenter. Et vous avez jamais regardé de film pornographique du tout? Par hasard. Attends. Par hasard. Non, vraiment, c'est parce que parfois je vais chez Darty, par exemple, comme il y a plein de télé. Puis non, vraiment pas du tout. Oh là malheureux. Oh là malheureux. Mais vous savez qu'à l'époque, on avait obligation, moi je m'occupais d'une salle de cinéma à Bordeaux qui s'appelait Le Français, on avait obligation de cacher les affiches à un moment. Parce qu'au début, il y avait les affiches qui étaient assez explicites, et après c'était juste comme ça, donc les gens allaient voir à peu près n'importe quel film X. Ah bah oui, c'est normal. Parce que quand tu vas voir, tu viens pour voir Titanic et tu te reviens... Non mais ça, c'est sûr, c'est compliqué. C'est compliqué. Dernière chose, Édouard Baird, concert annulé, spectacle annulé, c'est ça? Oui, parce qu'il devait passer au Théâtre Antoine, là, en mai et en juin, là, bientôt. Et puis, vu l'actualité et les 4 ou 6 accusations dont il est, en tout cas, victime aujourd'hui, il est obligé un petit peu de reporter. Alors, ils ont prévenu par SMS et par mail tous les gens qui avaient déjà réservé au Théâtre Antoine. Et puis, pour l'instant, Édouard Baird, il n'y a pas de problème de justice. Non, il n'y a même pas de plainte à notre connaissance. Mais il y a eu des témoignages. Alors, il a joué à Romans-sur-Isère. Il a joué, là, il y a des spectacles qui sont prévus. Mais ma candidature à Paris, il y avait 15 dates. Effectivement, le théâtre a purement et simplement annulé les représentations. Oui, c'est cette fameuse justice médiatique, en fait, qui agit. Et dont sont victimes beaucoup de personnalités qui sont accusées souvent pour le moment, sans... Voilà, vous connaissez bien l'histoire. Voilà. Bien sûr, merci. Brigitte, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que mon livre marche. Alors le livre, Brigitte Lahaye, Lahaye par Brigitte, franchement, il y a énormément de révélations et il y a des très belles photos. Non, mais c'est vrai. J'ai vu le livre, j'ai lu le livre, mais j'ai pas vu les films. Voilà. Mais je peux les envoyer. On va les envoyer.